Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Aujourd'hui, je vais vous parler des voyages à bord de l'express côtier norvégien Hurtigruten. Voyager à bord de l'express côtier norvégien, c'est très classe, c'est très réputé, mais effectivement, c'est très cher. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Comment ça se passe à bord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel service et à quel prix ? Je vais vous donner pas mal de détails dans ce podcast puisque j'ai eu la chance de prendre ce bateau 3 fois. Et je commence tout d'abord avec un petit peu d'étymologie. Alors, comment se prononce déjà ce mot ? C'est pas Hurtigruten, c'est 2 mots ensemble. Le premier, c'est Hurti, qui va jusque donc la lettre G, mais qu'on ne prononce pas. Hurti, qui veut dire rapide, rapidité. Et Ruten, qui veut dire la route. C'est donc la route rapide, d'où la traduction en français de l'express côtier, mais on prononce Hurtigruten et pas Hurtigruten. Entrons dans le vif du sujet en parlant des prix, puisque c'est bien là que ça coince. Très peu de Norvégiens ont pris ce bateau. Moi, à chaque fois que je le prends et que j'en parle à mes copains norvégiens, ils me disent « Oh là là, t'as de la chance, moi j'ai jamais pu faire ça, j'ai jamais pu me le payer », entre guillemets. C'est juste que c'est vrai que c'est pas un réflexe du coup quand on est déjà en Norvège, on a tendance à vouloir utiliser sa voiture ou à prendre d'autres moyens de transport. Alors dans certains bateaux, on peut mettre son véhicule, mais pas dans tous. Il y a 11 bateaux qui font donc le chemin entre Bergen et Kirkenes, à la frontière russe. Je fais une petite parenthèse pour mes élèves de norvégien. Prononciation K-I se prononce chi et pas ki. On ne dit pas Kirkenes, mais Kirkenes, c'est vraiment le CH qu'on pourrait avoir en français. Comme par exemple le mot église, c'est Kirke, c'est pas Kirke. Donc voilà, Kirkenes, Bergen, Kirkenes, c'est 7 jours. Et l'aller-retour pour redescendre à Bergen, c'est une croisière de 13 jours. Alors évidemment, les prix peuvent varier du simple au quadruple puisqu'il y a pour chaque prestation, ne serait-ce que déjà pour la nuit, pour le choix de la cabine, il y a vraiment de tout. Donc je vais rentrer un petit peu dans les détails après. Mais ça peut vraiment, il peut y avoir des prix vraiment très différents. Après, ce qui vaut le coup, c'est les formules que l'agence propose complète en fait avec le voyage complet. Mais à savoir que vous pouvez aussi prendre ce bateau pour faire une seule liaison, une nuit ou même une journée entre des villes. Donc vous avez la liste des villes côtières qui vont être desservies par le bateau. Et vous pouvez simplement prendre une étape pour aller d'une ville A à une ville B. Il y a certaines étapes où ça se passe la journée, donc là vous n'avez pas besoin de prendre de cabine, c'est juste vous empruntez le bateau. Vous pouvez le faire aussi donc avec votre véhicule. Il y a 11 bateaux dans la flotte qui font donc l'aller-retour entre Bergen et Kirkenes. Et il y a, il me semble, 7 ou 8 bateaux qui sont desservis, qui sont gérés par la société Hurtigruten, et le reste des bateaux sont gérés maintenant par une autre société qui s'appelle Havila, qui propose d'autres services. Alors c'est en général un petit peu plus cher encore avec Havila, puisque les bateaux ont été rénovés, restaurés, et en règle générale, du coup, les 7 ou 8 bateaux qui sont gérés par Hurtigruten sont un peu plus vieillots, un peu plus oldies, et les bateaux gérés par Havila sont plus modernes.
En tout cas, les bateaux, que ce soit avec l'une ou l'autre des compagnies, empruntent la même route, s'arrêtent au même port, ils ont les mêmes horaires, etc. C'est vraiment une compagnie différente. Je me suis pas forcément renseignée sur les prix avec Havila. Je vais ici simplement vous parler de Hurtigruten parce que c'est ceux que moi j'ai pris. Je l'ai pris 3 fois et les 3 fois c'était à Hurtigruten, donc je pourrais vous parler des prix simplement de Havila, mais j'ai pas emprunté les bateaux. Donc je sais pas trop comment c'est à l'intérieur. Moi j'ai vraiment à chaque fois pris les Hurtigruten. Donc voilà, je vais vous parler de ce que je connais puisque c'est en faisant la dernière croisière là avec le tournage que j'ai fait pour France 5 avec une production télé en tant que fixeuse que j'ai repris pour la 3e fois donc ce bateau et plus longtemps. Je l'avais pris une première fois très courte sur une seule journée sur un créneau de 4 ou 5 heures. Une deuxième fois sur 2 nuits, il me semble. Et là, quand je l'ai repris, on a eu 3 nuits et donc 4 jours à bord. Donc j'ai plus expérimenté. Et effectivement, voilà, il y avait plein de choses qui m'ont un petit peu marqué et où je me suis dit, je pense que voilà, c'est important que les gens sachent ça avant de s'engager. C'était des questions en plus que vous me posiez souvent. Donc voilà, je profite de ce podcast pour y répondre. Alors entrons dans le cœur du sujet, donc le prix. Ça peut varier du simple au quadruple, voire plus, mais je vous donne une base, à savoir que vous avez le site Hurtigruten France, donc .fr. Il y a un bureau qui se trouve à Paris, donc vous avez un service client en français, etc. Donc ça c'est quand même assez pratique. Et il faut compter à peu près pour une cabine, pour passer une nuit à bord du bateau, il faut compter environ 250 € pour un couple. Là, j'ai fait pour une cabine, donc pour 2 personnes. Donc ça, c'est le prix juste pour dormir. Il n'y a pas de repas, il n'y a pas de véhicule. C'est pour embarquer à bord en tant que piéton. Il y a évidemment plusieurs restaurants, enfin il y en a 2, il n'y en a pas non plus 15 à bord des vieux, entre guillemets, bateaux Hurtigruten. Il y a le restaurant auquel vous pouvez prendre donc le forfait si vous prenez le dîner avec la cabine. Le premier jour de l'embarquement à Bergen, c'est sous forme de buffet pour que ce soit un peu plus simple à gérer. Mais les nuits suivantes, c'est servi à table, c'est servi à l'assiette et vous avez donc entrée, plat, dessert, c'est 3 plats. Et pour chaque plat, vous avez, je sais plus, 3 ou 4 choix, mais c'est servi à l'assiette, c'est plus sous forme de buffet. Le repas du midi, par contre, est pris sous forme de buffet, tous les jours. Et là, par exemple, j'ai pris le prix pour donc une nuit, donc avec la cabine, 250 €, sans repas. Si vous ajoutez, là j'ai pris par exemple pour faire Bergen-Ålesund, et donc là vous embarquez à bord le soir, et vous arrivez à Ålesund le lendemain matin. Donc c'est vraiment une nuit sèche, on va dire. Et si vous ajoutez le dîner et les petits déjeuners, donc pour les 2 personnes, pour un couple, là on grimpe à 400 €. Un peu moins de 400 €, je crois que c'est 398, un truc comme ça, donc 400 €. Donc déjà ça grimpe vite parce que voilà, on est à bord une seule nuit, en tant que piéton, pour un couple, une cabine, petit déjeuner et dîner, on est à 400 €. Donc c'est quand même très très cher. Et en plus, pour chaque nuit, vous avez évidemment le choix dans les catégories de cabines. Il y a des cabines qui se trouvent à l'intérieur des bateaux, c'est-à-dire où vous n'avez pas de fenêtre, vous n'avez pas de vue. Il y a des cabines dans lesquelles vous avez des vues, mais où c'est des lits jumeaux, en fait, enfin c'est des lits superposés, donc c'est quand même assez précaire, parce que c'est vraiment en mode... le lit du haut, là, c'est tenu avec des cordes, enfin, ça tient bien, c'est des lits costauds, mais je veux dire, c'est pas des lits superposés modernes et classe, quoi, c'est vraiment à l'ancienne, en mode dans les vieux bateaux de croisière, quoi. Donc il y a ce modèle-là de cabine, mais avec une vue. Il y a 3e sorte de cabine donc avec vue, chambre double classique, mais pas luxe, chambre double standard. Et ensuite, vous avez la cabine de luxe qui là est plus grande, où vous avez une voire 2 fenêtres pour avoir la vue. Et en général, ils essayent d'orienter donc le lit avec les pieds en direction de la fenêtre, de sorte que vous puissiez admirer la vue en étant allongé, alors que les autres chambres sont dans l'autre sens en général.
Et voilà, c'est une chambre avec plus d'espace, il y a un petit coin salon. En général, il me semble que dans les chambres luxe, on peut aussi commander l'option d'avoir une bouteille de vin ou une bouteille de champagne à dispo quand on arrive. Donc là, j'ai même pas regardé les prix, parce que c'est vraiment c'est très 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 cher. Et dans toutes les cabines, il y a une salle de bain avec toilette, mais effectivement, la taille et le confort de la salle de bain varient en fonction du standard de ces cabines. Donc là, j'ai mis vraiment une cabine de base pour compter donc une cabine sans vue, on arrive dans les 450 €. Et après, avec vue et chambre double, etc., ça grimpe. Dans mon travail d'organisation de voyage avec l'agence de voyage partenaire avec laquelle je suis en collaboration, on a souvent des gens qui souhaitent remonter par exemple toute la Norvège pour visiter la Norvège du sud au nord, et pour éviter de refaire toute la route pour redescendre, qui souhaitent prendre le bateau justement pour redescendre, ce qui est une très bonne idée à la base, mais c'est vraiment très très cher, puisque pour pouvoir mettre son véhicule à bord, il faut compter entre 78 et 85 € par jour à bord. Donc si vous faites une journée ou deux et que vraiment vous n'avez pas le choix et que ça vous raccourcit, bon, ça peut valoir le coup. Mais si vous partez de tout au nord et que vous voulez redescendre tout au sud à Bergen, du coup ça fait quand même un gros budget. Donc voilà, après c'est à vous de faire le calcul. En tout cas, faut compter autour de 80 € par jour, par 24 heures, pour avoir sa voiture avec soi à bord de l'Express côtier. Quand vous allez sur le site, alors je suis pas du tout sponsorisée par Hurtigruten, pas du tout. D'ailleurs, vous allez voir que finalement, au cours de ce que je vais vous raconter, de comment j'ai vécu le truc, je trouve que c'est quand même une expérience plutôt, pas négative, mais qui reste quand même, je trouve, très très cher pour ce que c'est. Donc je ne suis pas du tout... Après, je dis pas que c'est pas bien, ça correspond vraiment à certains profils, à certaines personnes. Je vais vraiment rentrer dans le détail après. Je commençais par les choses qui fâchent, par le prix d'abord, mais c'est pas du tout en partenariat avec Hurtigruten, je suis pas du tout sponsorisée, j'ai aucun intérêt à vous faire prendre de croisière chez eux. Mais... c'est vraiment le prix qui bloque, et puis aussi quelques excursions dont je vais vous parler parce que franchement je trouve que c'est clairement de l'arnaque. Vous avez sur le site hurtigruten.fr des formules en fait packaging qui englobent tout un circuit. Par exemple, vous avez déjà la formule Bergen-Kirkenes qui est faite en 7 jours. Après, vous pouvez très bien reprendre un avion et puis redescendre dans le sud de la Norvège et ne faire que la montée. Ou il y a des gens qui font l'inverse, qui vont là-haut et puis qui ne font que la descente. Et vous avez des formules aussi qui proposent donc l'aller-retour Bergen, Kirkenes et retour à Bergen. Là, la croisière fait 13 jours. Donc c'est 7 jours pour faire la montée ou la descente et 13 jours pour faire l'aller-retour. Et là, vous avez donc des formules toutes faites et il faut compter, encore une fois, en fonction du standing de la cabine, en fonction des repas que vous avez choisis, etc., entre 2000 et presque 4000 € par personne pour les croisières complètes. Et ça, c'est un prix de base et ça peut encore augmenter si vous ajoutez d'autres services. Donc c'est quand même un très gros budget. On s'en rend compte quand on va voir des photos ou des vidéos à l'intérieur du bateau. D'ailleurs, pour ceux qui sont membres de la communauté Une Blonde en Norvège sur Patreon, qui soutiennent le podcast, qui est une plateforme participative où vous pouvez être membre à partir de 2 € par mois et vous avez accès à des podcasts exclusifs et à des vidéos. J'ai fait justement une vidéo qui est réservée aux membres Patreon, un petit peu de visite du bateau quand j'étais à bord, une vidéo en format paysage, une vidéo format YouTube quoi. Pour vous montrer justement comment c'est à l'intérieur. Alors il faut être conscient que voyager à bord de ce bateau, c'est un peu faire une remontée dans le temps, dans le sens où si vous avez l'habitude de faire des croisières plus modernes,
Ou si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire de croisière, que ça va être la première, mais que vous vous attendez à un truc un peu luxe, comme on peut voir, j'en sais rien, dans certaines séries ou dans certains reportages, il faut quand même être préparé au fait que les bateaux norvégiens sont très vieux. Pas du tout... Alors c'est classe, hein, dedans, ça a ce côté charmant, classe, mais j'aurais envie de dire à l'ancienne. C'est pas du tout des bateaux dans lesquels il y a beaucoup de services ni des activités. En gros, à bord, vous avez 2 restaurants. Donc je disais tout à l'heure, vous avez le restaurant où vous allez manger quand vous prenez les formules avec les repas inclus dans le voyage. Donc vous avez le petit déjeuner le matin et le déjeuner du midi qui sont en formule buffet. Et vous avez le dîner du soir qui est servi à l'assiette. Donc vous allez manger dans le grand restaurant, entre guillemets, le grand restaurant, si vous prenez donc les repas inclus avec la formule, avec la croisière. Et si vous ne souhaitez pas prendre le restaurant en formule, vous pouvez manger à la carte à côté. Il y a un petit restaurant où vous pouvez prendre voilà, une petite pizza, des pâtes, ou voilà, il y a autre chose un peu en mode brasserie. Et par contre, voilà, ça reste quand même, les prix restent quand même assez chers. Et donc, si vous embarquez par exemple un soir et que vous ne restez pas longtemps à bord, vous pouvez très bien emmener votre pique-nique et manger à bord, et vous n'êtes pas forcément obligé de prendre le restaurant. Le restaurant s'impose si vous faites une croisière plus longue, parce qu'il y a plein de moments où il y a des escales très très courtes, et il y a aussi plein de moments où quand les escales sont courtes, il me semble que quand les escales font moins de un quart d'heure, on n'a pas le droit de descendre pour aller voir. Le bateau s'arrête, les portes s'ouvrent et les ponts descendent, mais simplement pour faire monter les nouveaux passagers. Mais les passagers qui sont à bord n'ont pas le droit de descendre. Même sur le quai, on n'a pas le droit de descendre parce que du coup c'est trop court, donc on risquerait de louper le départ et de pas pouvoir remonter. Donc il y a quand même pas mal de petites escales comme ça, donc on n'a pas forcément toujours l'opportunité de remonter et puis d'aller se chercher à manger. Pour pouvoir éviter, entre guillemets, de payer le restaurant, d'autant plus que dans les cabines, alors il me semble que dans les cabines de luxe plus hautes, peut-être qu'il y a des petits frigos, mais je suis même pas sûre, en tout cas il n'y a pas du tout de frigo dans les petites cabines. Moi j'avais une cabine double standard, et il n'y a pas de frigo, donc on ne peut pas emmener son repas et le garder plusieurs jours. Donc voilà, à bord, vous avez ces 2 restaurants-là. Il y a aussi un autre endroit où vous pouvez manger, mais là, vous pouvez manger que le midi. C'est au dernier étage, il y a comme une boulangerie, en fait, un espace qui est très sympa, d'ailleurs, où vous pouvez aller vous poser pour lire et tout, où ils vendent des petites tartines, des petits sandwichs, c'est vraiment en mode boulangerie, donc ça peut très bien faire l'affaire pour le midi. Mais ce lieu, il me semble que ça ferme à 16 ou 17 heures, c'est en mode café. Voilà, du coup ils ont fait ça évidemment pour forcer les gens après à aller manger au restaurant du bas, donc soit au restaurant qui s'appelle à la carte, soit au restaurant à table, buffet, ou si vous avez pris le repas dans la formule. Donc vous avez simplement ces options-là pour manger à bord, et vous avez un sauna et 2 bains chauds qui sont à l'extérieur, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres activités, il ne faut pas vous attendre, il n'y a pas de cinéma, il y a un petit coin salle de jeu pour les enfants. Mais c'est tout en fait, il n'y a pas de... Il y a le petit endroit qui fait réception, du coup où vous pouvez aller acheter les excursions, je vais vous en parler après. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autres activités. Moi j'ai jamais fait de croisière sur des gros bateaux de croisière, parce que voilà, ça ne m'intéresse pas et ça ne correspond pas à mon... Pas de jugement, attention, je ne juge pas, vous faites bien ce que vous voulez, mais ça ne correspond pas avec mon envie de voyager et mon respect de la nature. Là, Hurtigruten, ça reste quand même des bateaux à échelle humaine, hein, c'est pas des gros bateaux de croisière comme on peut voir
avec les Costa ou j'en sais rien, ou autres marques. Mais en tout cas, voilà, ça reste des plus petits bateaux et c'est un bateau traditionnel norvégien qui est vraiment utilisé pour longer les côtes et qui, historiquement, est vraiment utilisé pour faire de la livraison. Hein. Il y a du courrier, des colis qui sont livrés, tous les produits locaux qui sont transportés grâce à ce bateau. Donc c'est pas simplement un bateau de croisière, c'est aussi la poste. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce bateau pour se déplacer de port en port, puisqu'il n'y a pas toujours des aéroports ou des gares pour pouvoir se déplacer entre les villes. Donc c'est vraiment un bateau multifonction. En tout cas, sur certains gros bateaux de croisière, vous pouvez avoir des salles de spectacle, j'en sais rien moi, des fois un bowling, une piscine, un cinéma, enfin voilà. Ici, c'est pas du tout le cas, hein. C'est vraiment, il y a 2 petits bains chauds qui sont à l'extérieur, je pense qu'on peut être maximum 5 personnes dans chaque bain, et il y a un sauna. C'est tout. Donc, c'est en ça que je voulais vous mettre en garde, parce que peut-être que vous ne le savez pas, c'est que c'est vrai que, encore une fois, ça dépend de son envie de voyager. Hein. Si vous avez envie de vous poser et de vous reposer, ça peut être très bien, mais quand même, on se fait vite chier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à faire. Certaines escales sont très courtes, donc du coup, on a très peu le temps de découvrir la ville. Il me semble que l'escale à Trondheim, c'est 3 heures. Trondheim, c'est une de mes villes préférées de Norvège. J'adore vraiment cette ville. Je recommande vraiment de la visiter plus longtemps que ça. À l'escale la plus longue, c'est à Ålesund. Il y a toute la journée, en fait, on arrive à Ålesund le matin et le bateau repart le soir. Donc là, on a toute la journée pour visiter Ålesund et là, c'est très chouette parce que Ålesund, c'est quand même très mignon. Vous pouvez aller en haut du mont Axla pour aller voir la vue sur la ville, la fameuse vue avec toutes les îles, etc. Donc ça, c'est très chouette. Mais c'est vrai que les autres escales sont quand même très courtes. Donc on n'a pas forcément le temps d'en profiter. On se sent un peu coincé sur ce bateau. Et très honnêtement, il y a tellement pas grand-chose à faire que voilà, on se pose et on regarde. Alors il y a des endroits où c'est vraiment très beau, hein, c'est vraiment très très chouette. Moi, j'ai fait Bergen, Svolvær, donc jusqu'au Lofoten. Et effectivement, plus on longe quand on part de Bergen, c'est un peu neutre. Et quand on se rapproche des Lofoten, là, ça commence à être très beau puisqu'on rentre un petit peu plus dans les terres, dans les fjords. Mais c'est vrai que sinon, le bateau, il navigue quand même un petit peu au centre, en fait. Et du coup, les côtes sont quand même très lointaines. Et on n'a pas forcément beaucoup de choses à voir, à regarder, en fait. Tout est très lointain. Alors c'est beau, hein, c'est évidemment, je vais pas du tout dénigrer le paysage, mais quelquefois les gens s'attendent à être vraiment dans les fjords. Alors le bateau passe dans les fjords, il peut passer à Garanger, il peut passer... Enfin voilà, il y a plein de chemins possibles, mais en tout cas, la majeure partie de la navigation, le bateau se met au milieu du fjord, et quelquefois on est en pleine mer, donc assez loin des côtes, et du coup, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir, donc si vous n'avez pas un bon bouquin, des podcasts ou autre chose à faire, du coup, on s'ennuie quand même assez vite. Donc ça, je pensais que c'était bien de vous le préciser, parce que voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'activités à faire. Parlons maintenant des excursions. Donc les excursions, ce sont ces activités que l'agence propose lorsque le bateau est à quai, à un port. Vous pouvez partir soit à pied, soit en minibus, organisé pour aller visiter quelque chose ou voir quelque chose. Alors c'est très cher, hein, les activités, quand vous prenez un pack, tout à l'heure je vous disais, hein, les formules pour faire la croisière complète, ça peut aller entre 2000 et 4000 euros par personne. C'est évidemment le prix de base avec juste la cabine, peut-être quelques repas, mais évidemment dès que vous allez ajouter des excursions, les prix vont grimper très très vite. Et il y a pas mal d'excursions qui sont proposées, alors c'est pas toujours évident de choisir.
Moi, quand j'étais à bord pour le dernier voyage là avec la prod télé, c'est pour une nouvelle émission qui s'appelle J'ai un colis pour vous. Là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, l'émission est en cours de montage et elle devrait être diffusée cet été, juin ou juillet, on ne sait pas encore. Je vous dirai évidemment dès que j'aurai les infos de diffusion. Mais donc, moi j'étais à bord pour le boulot, hein, évidemment. Le fait d'être à bord de l'Hurtigruten, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie du documentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement pris le bateau pour se déplacer d'un point A à un point B, on a filmé à bord du bateau, on est allé dans le poste de commandement, on a filmé le capitaine, etc., on a filmé en cuisine, on a filmé vraiment la vie à bord du bateau. Donc, c'était pas du tout notre but, enfin j'étais pas là en tant que touriste en tout cas, mais le moment où on arrivait à Bodø, il y avait une excursion donc pour aller voir le Salstraumen, qui est donc un maelstrom, un courant marin là très fort, et j'avais envie de voir ça depuis des années, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de voir ça. Et c'était un moment où, par rapport au planning de tournage qu'on s'était organisé, où on était plutôt cool, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc j'avais demandé l'autorisation au réalisateur, je lui avais dit est-ce que à ce moment-là, toi tu auras besoin de moi pour les traductions, pour filmer, ou est-ce que je peux, parce que l'excursion durait... ça durait 2 heures. Voilà, je lui ai dit, si t'as pas besoin de moi, écoute, je veux bien faire l'excursion, prendre le minibus, et puis y aller pour voir ce fameux courant marin qui m'intrigue depuis des années. Et il y avait pas de souci, il m'a dit, ouais, vas-y, c'est bon, je vous prépare pour après le podcast suivant. Je sais pas si je vais le diffuser juste après ou dans quelques épisodes, mais je vous prépare un autre podcast sur le travail de fixing, justement, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce travail et ce que j'y fais. Et là, on a eu un rythme vraiment plutôt cool, donc bref, le réal m'a autorisé à y aller. Donc je suis allée faire cette excursion, mais quelle déception mes amis, quelle déception. Franchement, le faites pas, hein. Le prenez pas, c'est l'arnaque, c'est la misère, je vous raconte pourquoi. Je vous raconte d'abord comment se passe l'excursion, et puis je vous donnerai le tarif après, comme ça vous allez voir, ça calme, c'est radical. Alors déjà, je me doutais que c'était pas à côté, mais je pensais pas que c'était si loin. Il y a 40 minutes ou 45 minutes de bus pour aller au spot du courant. Donc déjà, première déception, c'est que normalement, donc, quand on monte dans le bus, on nous distribue des écouteurs et on peut se brancher à la petite prise jack qui se trouve sur le plafonnier du bus. Et il y a des écrans dans le bus et on nous diffuse une espèce de petite visite guidée de la ville de Bodø. Faut savoir que la ville de Bodø, c'est immonde, c'est moche, il n'y a rien à voir. Mais normalement, le bus est censé partir dans le centre-ville, visiter le centre-ville, et puis du coup, le petit film qui est diffusé, qui est disponible dans toutes les langues, donc là il y avait en français. Alors après, j'avais trouvé un petit peu abusé aussi, parce que la langue, l'audio en fait de la personne qui parlait français, c'était une Norvégienne, je pense, qui parlait français, mais avec quand même un accent très très fort norvégien. C'était pas très agréable, je pense que quand même ils auraient pu prendre un français natif pour enregistrer les voix off, mais bon, c'est que mon avis, bref, c'est un détail. Donc on fait la visite, et puis moi j'avais pas trop capté, j'étais avec quelqu'un qui connaissait très bien cette croisière et l'excursion, donc on a beaucoup discuté. Il y a une dame qui demande, on n'était pas censé passer par le centre-ville de Bodø pour visiter, et là, en fait si, mais c'est juste que on était en retard. On était en retard, et ça c'est un gros truc qui est chiant avec les excursions, c'est que le bateau, évidemment, on navigue, donc c'est un peu compliqué de gérer le temps et d'arriver à l'heure, vraiment pile poil, à la minute, à chaque port. Donc le bateau est quand même très souvent en retard. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en retard ? C'est que l'escale, elle dure quand même le même temps, puisque du coup, ils vont repartir à l'heure prévue. Donc ça veut dire que quand le bateau arrive en retard à un port, l'escale va être plus courte, puisque le bateau repartira à la même heure. Ils rattrapent leur retard à chaque fois, comme ça. Sauf que du coup, pour les gens qui ont pris des excursions lors de ces escales, les excursions sont plus courtes. Et là, c'est ce qui est arrivé, et du coup, le bus, pour aller
du port jusqu'au point où il nous laisse pour aller voir le Salströmmen, eh bien, on n'est pas passé par le centre-ville, mais on est passé par des espèces de tunnels ou par un raccourci extérieur de la ville, et du coup, on n'a pas vu le centre-ville. Donc déjà, première déception, on est censé voir quand même le centre-ville de Bodø, et on le voit pas. Déjà, qui est pas extraordinaire à la base, mais on le voit pas. Donc bref, déjà premier truc, je me dis bon, bah ok, super. Ensuite, deuxième point, moi j'ai fait la croisière au mois de mars. C'est-à-dire que le mois de mars, dans le centre et nord de la Norvège, on est encore dans le cœur de l'hiver, donc beaucoup de neige. Donc l'endroit où nous a déposé le bus pour aller voir le courant, c'était rempli de neige. Il y avait vraiment beaucoup de neige. Et là, on devait prendre un chemin pour aller voir un point de vue, pour voir le courant. Donc, à l'endroit où le bus nous laisse, on a deux options. Soit on reste, pour les personnes qui ne peuvent pas trop marcher, qui ne veulent pas trop marcher, soit on reste au niveau du fjord en bas, pas très loin du parking, là où le bus nous a déposés, mais du coup on est au même niveau que le courant, on est en bas donc on ne le voit pas bien. Soit on peut faire un tour, il faut grimper sur un pont pour aller voir ce courant du dessus. Donc c'est évidemment ce qu'on recommande à tout le monde. Sauf que là, eh bien c'est pareil, comme on était en retard, eh bien l'excursion, elle était plus courte. Donc là, on avait 40 minutes de bus pour arriver jusqu'au point où le chauffeur nous a laissé sortir. Et ensuite, on avait 20 minutes top chrono avant de remonter dans le bus pour repartir. Et franchement, c'était chaud parce que l'endroit où on allait, fallait quand même pas mal marcher, ça grimpait super fort. On marchait dans la neige, dans beaucoup de neige, donc du coup c'est fatigant et on s'essouffle de marcher dans la neige. Donc il y avait des gens qui étaient un peu, qui se déplaçaient difficilement. Il y avait carrément des gens qui avaient des béquilles et tout, qui ont essayé d'y aller. Enfin franchement, c'était presque dangereux parce que tout le monde courait pour aller à ce point de vue là-haut sur le pont. On avait 20 minutes, 20 minutes top chrono, c'est-à-dire que, en gros, il y avait, je sais pas, moi, presque 10 minutes de marche pour monter au point de vue là-haut. Donc, en fait, on monte au point de vue, on court, on prend une photo et on court, on redescend parce qu'on a trop peur que le bus nous attende pas. Enfin, franchement, c'est la course, c'est la misère, quoi. Il y a aucun... On peut pas du tout profiter du lieu et du moment, quoi. Enfin, franchement, moi, j'étais trop déçue et énervée, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette excursion, quoi? Et en plus, quand on arrive au point de vue en haut du pont, le courant marin, évidemment, l'endroit où ça fait les gros ronds, là, il n'est pas toujours de force égale. Il y a des moments où c'est très fort, il y a des moments où c'est très faible. Et alors, il y a des applis ou des sites qui référencent les moments où on peut le voir le mieux. Mais le moment où nous, on arrive avec l'excursion, on a 3 minutes top chrono pour voir le courant d'en haut. C'est pas forcément le moment où le courant il est le plus fort, quoi. Donc franchement, moi je suis arrivée en haut, alors c'était très beau, Par contre, la vue d'en haut, la vue du pont, là, je vous mettrai dans les descriptions du podcast la vidéo que j'ai filmée d'en haut, c'est vraiment très beau, parce que moi c'était enneigé, il faisait froid, donc l'eau était un peu glacée par moment, il y avait des plaques de glace dans l'eau, il y avait la neige avec les petites maisons colorées et tout, c'était vraiment très chouette. Mais le courant, il était pas ouf, quoi. Franchement, moi, je m'attendais à un truc incroyable. J'avais lu, quand même, et entendu que, ça pouvait être un peu décevant. Et effectivement, ça l'était. D'autant plus que là, le timing. Et on a pris 3 photos, et il fallait courir, redescendre, et remonter dans le bus pour refaire 40 minutes de bus pour retourner au port. Donc là, franchement, quand on est redescendu à pied pour aller récupérer le bus, j'étais hyper déçue, et du coup, on a croisé des gens, et moi, du coup, comme c'était inclus dans le voyage avec la production, je ne savais pas combien coûtait cette excursion. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai demandé à des gens, parce qu'évidemment, tout le monde pensait pareil, était frustré du temps et tout ça. Et cette excursion, elle coûte entre, je sais plus, 150 et 180 € par personne. Ne serait-ce que 150 € par personne, donc vous êtes un couple, c'est 300 balles, pour faire 2 fois 40 minutes de bus, où il se passe rien, où on passe dans des tunnels, et où franchement, il y a 3 moments où c'est beau, mais bon, on s'en fout, et où vous avez 20 minutes top chrono pour courir, vous faire un sprint, aller prendre une photo d'en haut d'un courant qu'on voit à peine. Donc franchement, si vous êtes à bord de ce bateau, cette excursion, la prenez pas, quoi. Il y a d'autres excursions qui sont beaucoup plus chouettes, comme par exemple l'excursion à Trondheim,
Il y a une visite de la ville, il me semble. Ça, c'est sympa. Au Lofoten, il y a des visites du musée viking avec un repas traditionnel. Ça peut être sympa. Au Cap Nord, évidemment, si vous allez jusque tout au nord, parce que le bateau ne s'arrête pas, évidemment, là où il y a le globe du Cap Nord, donc il faut payer une excursion en plus pour aller jusqu'au Cap Nord. Donc ça, évidemment, je vous recommande de le faire parce que c'est vraiment très chouette. Moi, je l'ai pas fait avec Hurtigruten, hein. J'ai eu la chance d'aller au Cap Nord, mais en voiture, avec une prod télé encore, c'était pour Arte. Il y a d'autres excursions où vous pouvez faire des tours en bateau dans les fjords, etc. Donc ça, c'est sympa. Tout ça, c'est vraiment chouette. Après, je connais pas les prix de chaque excursion. Il faut vraiment voir. Il y a certains repas où je me suis retrouvée à table avec des voyageurs français qui... Alors eux, ils faisaient que la montée. Ils faisaient Bergen-Kirkenes et après, ils rentraient en avion. Et parce que bon, c'est vrai que quand on fait la redescente, on repasse par les mêmes endroits. Le bateau s'arrête au même port, mais par contre pas aux mêmes horaires, etc. Donc on voit des choses peut-être un petit peu différemment, mais en tout cas, voilà, ils s'arrêtent aux mêmes endroits. Eux, ils disaient qu'ils avaient organisé quand même leur voyage minutieusement et précautionneusement, parce que le prix des excursions est tel que, bah oui, ça peut vous doubler le prix du voyage, qui est déjà cher à la base, parce que là, dans les forfaits, moi, et dans les tarifs que je vous ai donnés au tout début, c'est que pour la nuit, c'est que pour la nuit, et pas toujours avec les repas, et pour des cabines cheap. Donc, voilà, faut vraiment faire attention à son budget. Je fais une petite parenthèse, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure pour les cabines. Faites quand même très attention avec les cabines first price, parce que quelquefois, les gens se disent... Bon, j'ai envie de faire cette croisière, mais j'ai pas énormément d'argent, donc je vais le faire, mais je vais prendre la cabine cheap, enfin la première quoi, avec les lits superposés et tout. Et j'ai croisé quand même beaucoup de gens dans les couloirs qui se plaignaient de ces cabines, parce que c'est vraiment... C'est très petit, par exemple si vous êtes deux, je pense que vous pouvez même pas ouvrir vos valises dans les cabines, quoi. C'est vraiment très petit, c'est très exigu, c'est pas du tout confortable. Donc les gens en général, quand ils prennent ces cabines-là, c'est vraiment juste pour passer une nuit, et le temps de libre qu'ils ont sur le bateau, ils vont le passer dans les salons. Parce que ça, par contre, évidemment, tout le bateau est accessible. Il y a 7 étages et vous avez au dernier étage un bar. Je crois qu'il y a 3 ou 4 bars. Et en haut, au dernier étage, vous avez vraiment une très belle vue. Vous pouvez soit vous prendre un verre à boire, soit vous prendre un café. Et voilà, c'est vraiment très chouette de se poser là-haut. Mais c'est vrai que les gens qui prennent les cabines premier prix, là, avec les lits superposés en général... On va pas dans sa cabine pour se poser, lire un peu et se relaxer parce que c'est vraiment pas terrible. Et autre point dont je voulais vous parler, parce que ça, j'ai donc pris ce bateau 3 fois, et les 2 premières fois, tout s'est bien passé. Mais la 3e fois, j'ai eu le mal de mer. Même si j'habite au bord du fjord depuis 12 ans et que j'aime bien faire du bateau, etc., je fais quand même souvent du bateau en mode cool, c'est-à-dire dans les fjords, où j'ai quand même rarement fait de bateau en pleine mer. J'en ai fait quand j'étais ado, j'étais partie en vacances pendant, je sais plus, 2 semaines ou 3 semaines à bord d'un voilier, où on a vraiment vécu à bord de ce bateau. Et j'avais le souvenir que je n'avais pas eu le mal de mer, entre guillemets, qui rend malade, qui donne envie de vomir, mais j'avais eu le mal de mer psychologique, qui fait... Alors ça, c'était le skipper qui m'avait expliqué ça, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est une sorte de malaise qui fait que qu'on supporte mal la proximité, en fait, l'étouffement. D'être sur un petit bateau, nous on était 3 couples, donc on était 6 personnes sur un petit voilier, et en fait ça me faisait péter un câble de pas pouvoir me retourner, de pas pouvoir marcher, j'ai été claustro en fait. Donc du coup apparemment ça fait partie d'un malaise, de mal de mer, et du coup j'avais besoin quelquefois de m'isoler un peu, donc j'allais m'asseoir souvent à l'avant du bateau, et voilà, je regardais le paysage, etc. Mais là, je me demandais justement, puisque les 2 fois d'avant où j'avais pris le bateau, la première fois c'était entre Geiranger et Ålesund, l'été, parce que l'hiver le bateau n'y va pas, il va pas dans le fjord l'hiver, il y va que l'été. Et là, normalement, dans ce tournage, avec l'équipe télé, on devait aussi, quand on serait arrivé au Lofoten, partir une journée ou une nuit à bord d'un bateau de pêche
pour aller filmer une séance de pêche. Donc moi j'avais prévu, entre guillemets, comme je savais pas si j'étais sujette au mal de mer ou pas, j'avais quand même pris des médicaments que j'avais pas là encore avalés, mais j'avais pris sur moi au cas où des médicaments. Mais je ne pensais pas que je serais amenée à les prendre. Et en fait, justement, le passage entre Bodø et les Lofoten est réputé pour secouer, parce que justement c'est un passage où le bateau est obligé de s'éloigner un petit peu, il est vraiment en pleine mer, il n'est pas le long de la côte, parce qu'il y a beaucoup de rochers, d'îlots, de cailloux, donc le bateau s'éloigne un peu avant de re-rentrer dans les terres pour aller à l'intérieur des Lofoten. Et là, ça a commencé dans l'après-midi, donc évidemment c'est une zone aussi où il fait quand même rarement beau, où il y a quand même souvent beaucoup de vent, des tempêtes, et voilà, où il fait rarement un gros soleil. Et ça a commencé à bien balloter, à bien secouer et tout, et là j'ai commencé à me dire, effectivement, je me sens pas encore malade, mais peut-être qu'en prévision, je vais prendre un petit médicament. Et en fait, j'osais pas prendre ce médicament parce que je sais que ça a tendance à assommer, à fatiguer, et moi je sais que je suis très sensible à ça, et que je vais vraiment être super assommée, donc comme j'étais quand même là pour travailler à la base, je me suis dit bon, je vais pas le prendre tout de suite. Et puis à un moment, ça a commencé à vraiment secouer, je me suis dit bon, ok. Et là, on a carrément eu un message, une alerte du capitaine qui nous a, qui parle en fait dans toutes les cabines. On a un haut-parleur et le capitaine ou les commandants ou les gens qui travaillent sur le bateau peuvent s'adresser à nous. Et là, on a carrément eu un message qui nous prévenait que nous allions entrer dans une zone de turbulence et de grosses vagues. Je me souviens plus, je crois que c'était 3 ou 4 mètres de vagues. Et que du coup, le commandant nous recommandait de ne pas se déplacer sur le bateau, que si on était en train de lire ou qu'on était posé dans un salon, que c'était préférable d'y rester, et que c'était quand même préférable de rentrer dans sa cabine pour se reposer, et que si on était sensible au mal de mer et qu'on commençait à avoir mal au cœur, qu'il fallait s'allonger, se mettre dans son lit, s'allonger et fermer les yeux. Et là, j'ai commencé à sentir qu'effectivement, il fallait peut-être que je fasse ça, et c'était peu de temps avant le dîner, et là je me suis dit, bon, je suis pas certaine que je puisse réussir à me lever pour aller dîner. C'était dans l'après-midi, je crois que le dîner, nous, c'était 20h, et ça a dû commencer à secouer vers 16h, 15h ou 16h, et du coup, moi je suis restée toute la fin d'après-midi dans ma cabine, et franchement, j'étais super mal. Donc j'avais quand même, quand j'ai entendu l'annonce là du capitaine, je me suis dit bon, je vais prendre le cachet. Sauf que je l'ai pris trop tard et que normalement c'est un médicament qu'on doit prendre quand on est à terre, en fait, avant que l'agitation ait lieu. Alors je peux pas vous conseiller sur le médicament parce que je sais pas, en France je crois qu'il y a Mercalm ou un truc comme ça. Moi c'est un médicament que j'ai pris à la pharmacie norvégienne, donc je me rappelle plus du nom. Peut-être que ça a été efficace, peut-être que finalement si j'avais pas pris ce médicament ça aurait été pire, mais j'ai quand même été bien mal. Je n'ai pas été malade dans le sens où je n'ai pas vomi, j'ai réussi à retenir, mais du coup parce que comme tout le monde, hein, personne ne kiffe vomir, mais il y a des gens que ça dérange moins que d'autres. Moi, je suis très sensible, de la gorge, de l'œsophage, etc. Et vraiment, j'ai pas la phobie de vomir, mais presque. Je retiens en fait quand je peux, parce que vraiment c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc j'ai réussi à lutter, à retenir pour ne pas vomir, mais franchement sur toute la période où je suis restée allongée là, j'ai dû me lever une fois ou deux pour aller aux toilettes. J'ai fait très très vite parce qu'effectivement on sent la différence quand on est debout et qu'on se déplace et par rapport à quand on est allongé dans son lit. Donc bref, je me suis sentie très mal, mes collègues ont pris de mes nouvelles,
Eux, ça allait, ils étaient un peu secoués aussi, mais enfin ça allait, ils étaient pas malades. Donc eux, ils sont allés manger le soir à 20h, moi j'ai pas pu, je pouvais pas me lever, c'était vraiment compliqué. Et là, big up à ma copine qui était à bord parce que du coup elle avait l'habitude de ça et elle savait, donc elle m'a écrit pour prendre de mes nouvelles. Et quand je lui ai dit que j'étais pas très bien, elle m'a dit est-ce que tu veux que je t'amène quelques petits trucs à manger, parce que du coup j'avais pas mangé depuis le midi. Et elle m'a dit il faut surtout pas que tu restes à jeun, même si t'as super mal au cœur et que tu as vomi ou que tu as envie de vomir et que t'as absolument pas envie de manger, il faut surtout pas rester à jeun. Il faut manger et dans ces cas-là, il est recommandé de manger quelque chose de salé et ou une banane. Donc elle me dit est-ce que t'as ça, est-ce que tu veux que je t'amène ça? Je lui dis écoute je veux bien parce que j'ai pas nous on mangeait au restaurant donc moi sur moi j'avais pas du tout de fruits ni de biscuits salés, j'avais rien. Donc elle me dit ok ça marche, je t'amène ça, et quelques minutes plus tard elle m'a amené une banane, pomme il me semble, et puis donc un bol avec des biscuits salés. Et alors vraiment merci beaucoup parce que c'était trop gentil, et surtout ça m'a super aidée parce que en fait j'ai mangé les fruits et les petits biscuits salés, j'ai bu de l'eau fraîche, et c'est vrai que du coup ça m'a aidée, ça m'a quand même fait vachement de bien, j'avais moins mal au cœur après, et donc je ne suis pas sortie de ma cabine, je me suis mise en pyjama et je suis restée au lit et j'ai essayer de dormir comme ça parce que ça a secoué quand même. Alors moins dans la nuit, ça s'est calmé dans la soirée. En gros, il y a eu 5 heures quoi, il y a eu 4-5 heures où vraiment c'était chaud, mais du coup j'ai demandé à mes collègues qui sont allés manger, il y avait un tiers des personnes qui étaient là, il y avait à peu près 2 tiers du bateau qui étaient malades. Donc il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient malades. C'est une zone vraiment connue où ça secoue. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en considération. C'est vraiment une question qui revient souvent aussi. Est-ce que si vraiment vous êtes sensible au mal de mer, faut pas faire cette croisière. Faut pas le faire du tout parce qu'il y a quand même pas mal de moments où ça bouge. Moi je pense que j'y suis pas spécialement sensible et j'ai été malade. Donc voilà. Et puis il y a une autre zone aussi normalement plus au nord, je crois, parce que vraiment quand on arrive en haut, du coup qu'on se rapproche de Kirkenes, du coup là on est en pleine mer, donc ça ressecoue pas mal. En tout cas, voilà, d'expérience, en discutant avec des gens qui ont l'habitude de voyager et de prendre ce bateau, il y a quand même plusieurs passages où les gens sont vraiment malades régulièrement. Donc au final, tout ça c'est quand même des points à prendre en considération parce que si on se déplace sur un bateau où c'est quand même assez cher, où il n'y a pas grand chose à faire, où la vue elle n'est pas exceptionnelle tout le long, il y a des endroits où c'est magnifique, évidemment, attention. Moi du coup là j'ai eu la chance 2 fois de faire le passage du cercle polaire où on voit le globe qui représente la ligne du passage du cercle polaire arctique, donc c'est juste génial de passer cette ligne puisque le bateau fait retentir la sonnerie, il y a des rituels, on peut boire un petit verre de champagne, après il y a des baptêmes, soit avec de la glace dans le dos, soit de boire de l'huile de foie de morue, etc. Enfin c'est assez rigolo. On peut aussi faire tamponner une lettre pour montrer qu'on a passé le cercle polaire, donc ça c'est une activité qui est chouette sur le bateau. Mais c'est vrai que sinon globalement la vue elle est pas dingue la plupart du temps. Il y a des endroits où c'est vraiment très très beau évidemment quand on se rapproche des Lofoten, mais le mal de mer, le tarif, le fait qu'il n'y ait pas trop d'activités à faire et le fait que la vue n'est pas exceptionnelle tout le temps, je me suis dit que c'était des points intéressants à connaître, en tout cas, pour que vous puissiez vous engager sur cette croisière, en tout cas, en connaissance de cause, puisque effectivement c'est le prix qui détermine si on va s'engager sur cette croisière ou pas. J'ai organisé pour plusieurs personnes des petits passages sur cette croisière sur les gens qui veulent voyager en transport en commun sur toute la Norvège, parce que c'est possible de visiter la Norvège par exemple du sud en transport. C'est quelque chose que je propose avec mes services de séjour à la carte, et j'ai organisé il y a pas très longtemps donc un voyage
pour une dame qui souhaitait visiter la Norvège, donc du sud au nord, complètement en transport, donc en train panoramique, en petit bateau électrique et un petit morceau donc de croisière avec l'Hurtigruten. Il me semble que c'était entre Trondheim et Svolvær, entre Trondheim et les Lofoten, ou alors c'était jusqu'à Tromsø, je me souviens plus. Il me semble que c'était peut-être c'était entre Trondheim et Tromsø pour faire les Lofoten et pour passer par les Lofoten. En tout cas, c'est possible de voyager en Norvège en transport en commun et bien souvent on emprunte ce bateau, l'Express côtier, sur une petite portion. Donc là, ça peut être très chouette, mais en tout cas, voilà, avant de se lancer dans une grande croisière pour faire par exemple Bergen-Kirkenes, et faire le retour ou pas, je pensais que c'était quand même intéressant de savoir que comment ça se passait sur ce bateau. Donc si vous voulez peut-être un peu plus de confort, allez peut-être voir chez Havila, peut-être qu'il y a plus de choses à bord. À mon avis, les bateaux sont quand même plus modernes, parce que c'est le principe de cette fusion en fait. C'est les sociétés Havila et Hurtigruten qui ont fusionné, et donc Havila a récupéré 4 bateaux, il me semble, qu'ils ont modernisé. Mais encore une fois, je rentre pas dans les détails parce que je connais pas, j'y suis jamais montée, j'ai jamais été à bord, donc je sais pas comment ça se passe, je sais juste, de ce que j'entends autour de moi, que c'est des bateaux qui sont quand même plus confort et plus modernes, mais qui sont, du coup, forcément encore un peu plus chers. Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut voir des aurores boréales à bord de ce bateau ? Eh bien, la réponse est oui, puisque j'ai eu la chance d'en voir, mais dès l'embarquement, ça a été vraiment très très chouette. Nous, on a embarqué à Bergen, et quand vous vous engagez sur cette croisière, on va vous demander si vous souhaitez recevoir l'alerte, parce qu'en fait, quand on peut voir des aurores boréales, en général, quand c'est pendant les horaires de journée, ou enfin en tout cas des horaires un peu standards, ils font des annonces sur le bateau, donc qui résonnent partout, et ils vous disent en ce moment on peut voir des aurores boréales, nous vous recommandons de vous rendre sur le pont 5 à l'avant du bateau pour pouvoir observer ce phénomène. Et s'il y a des aurores boréales en pleine nuit, vous pouvez demander à recevoir une alerte dans votre cabine, et en fait ça vous fait comme un réveil, et ça vous envoie un message pour vous dire qu'il y a en ce moment des aurores boréales, donc vous pouvez choisir ou pas de recevoir ce message. Et nous, on a embarqué à Bergen, je crois qu'on embarque vers 20h. 18h je crois, 18h, du coup l'embarquement c'est un peu comme dans un aéroport. Quand on arrive en bas au terminal, on donne ses bagages à la réception qui partent sur un tapis roulant, vraiment comme à l'aéroport, et ensuite les bagages sont avancés, en fait, vont être amenés devant votre cabine directement, et ensuite on passe par un petit salon dans lequel on va regarder un film qui va nous être diffusé sur les consignes de sécurité du bateau, etc. Et ensuite on peut accéder au bateau et on retrouve nos bagages devant les portes d'entrée. Donc ça c'est pour quand on embarque à Bergen au départ de la croisière. Par contre, après, quand vous embarquez à d'autres villes, là, vous gardez vos bagages avec vous, vous entrez sur la petite passerelle classique, et puis vous faites votre check-in à l'entrée du bateau, à la réception. Mais donc nous, on est entrés à Bergen en fin d'après-midi. Ensuite, on a commencé à rencontrer un petit peu les gens qu'on allait filmer pour le reportage. Ensuite, on est allé manger, et ensuite on est allé se poser dans les cabines, et le soir même, on a vu les premières aurores boréales. Et c'était très chouette, parce que c'est vrai que moi, des aurores boréales, j'en ai vu pas mal dans des contextes différents, et j'en avais jamais vu à bord d'un bateau, donc c'est vrai que la sensation, elle est encore différente, à savoir donc que pour prendre des photos d'aurores boréales, il est recommandé d'avoir un trépied et d'être sur une superficie
plane, donc évidemment les photos à bord du bateau. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais mis des photos, donc c'était pas mal, j'avais quand même réussi à voir les photos des aurores, mais c'était un peu flou, évidemment, du fait qu'il y avait du mouvement et qu'on était à bord du bateau. J'ai eu la chance, dans la suite de ce voyage au Lofoten, je pense que je vous en parlerai dans l'épisode sur le fixing, mais j'ai eu la chance de voir au moins 3 ou 4 fois pendant les 10 jours de séjour au Lofoten vraiment des grosses aurores boréales. Et là, on a fait des photos plus nettes en fait, puisque du coup, alors j'ai fait à la main, j'ai pas utilisé de trépied, mais du coup on était sur la terre ferme, donc ça bougeait moins. J'ai même réussi à faire des vidéos. Donc ça c'était très chouette. En tout cas, voilà, c'est possible de voir des aurores boréales à bord de ce bateau. Évidemment, c'est évidemment pour les gens qui prennent une croisière pour aller jusque tout au nord, c'est en général un des buts de voir des aurores boréales, sauf que, encore une fois, il faut aussi être prêt au fait que, les aurores boréales, déjà, il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait les conditions météorologiques réunies. Il faut qu'il fasse beau, que le ciel soit clair, qu'il n'y ait pas de nuages, qu'il n'y ait pas la pleine lune, qu'il n'y ait pas trop de lumière, et puis qu'il y ait donc une éruption solaire qui crée des aurores boréales. Donc toutes ces conditions-là réunies font que quelquefois on peut très bien faire cette croisière du sud au nord et ne pas en voir. Ça arrive. C'est pas quelque chose d'automatique. Donc c'est encore une fois quelque chose dont il faut être mis au courant. Voilà, j'espère que toutes ces infos auront été utiles. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de parler de points en particulier concernant les croisières sur ce bateau, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur les réseaux sociaux, sur mon site, ou à laisser un petit commentaire sous les applications de podcast que vous utilisez pour écouter cet épisode, et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions sur les divers réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que ça pourra vous permettre de vous lancer ou pas dans l'aventure croisière en Norvège à bord de Hurtigruten. En tout cas, c'était un podcast que je voulais faire depuis longtemps, parce que j'avais déjà eu l'opportunité de le prendre 2 fois avant, mais vraiment quand j'ai refait le voyage là des 3 nuits et 4 jours à bord, il y a eu vraiment toutes ces petites choses là où je me suis dit quand même, je pense que c'est intéressant de savoir tout ça, parce que ça peut être un peu décevant si on n'est pas mis au courant, et par contre ça peut faire qu'on apprécie d'autant plus le voyage si on le sait et qu'on s'engage sur cette croisière en connaissance de cause. En conclusion, les croisières sur ce bateau, c'est vraiment une expérience à part entière. J'aurais du mal à vous conseiller ou pas de faire cette croisière, c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, moi j'ai bien aimé pour plein de points. Et il y a d'autres points que j'ai trouvés plus négatifs, mais vraiment c'est très personnel. Je pense que certaines personnes peuvent adorer et d'autres peuvent être déçues, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire part de tous ces points-là. Me concernant, en tout cas, j'ai passé un très bon moment à bord, c'était quand même très chouette. En plus, j'ai eu l'opportunité du coup de filmer, du coup ça va apparaître dans le documentaire, donc vous pourrez le voir. Mais voilà, c'est à vous de vous faire votre propre opinion et puis de déterminer si vous voulez vous lancer dans une croisière à bord de l'Hurtigruten ou pas. En tout cas, c'est un bateau traditionnel qui est vraiment propre à la culture norvégienne. Donc faire une croisière ou en tout cas un petit passage de port à port sur ce bateau, c'est une expérience quand même assez chouette. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Pierre, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!